Mesdames, messieurs, vous allez assister à la première exposition de peinture pranacubiste en France et assister en direct à la naissance d'un mouvement artistique qui dépasse les frontières. Non seulement les frontières physiques des douanes, mais aussi les frontières invisibles entre les différents genres culturels qui persistent et empêchent les artistes à s'unir pour une cause commune, celle de l'art pour l'homme et de l'homme pour l'art. Chacun d'entre nous est un artiste potentiel ou réel en éclosion. Ce que vous allez voir semble au premier regard dépasser votre entendement. Mais il devient très vite clair et limpide que le message du pranacubisme est à la portée de tous dès qu'on consacre un temps minimum pour l'étudier. Il ne peut pas être transmis dans le temps d'un spot publicitaire, mais il reste accessible dans celui d'un court-métrage. Mais le feu de la passion dans l'instru faisant masser jamais le titre, je n'en ai plus un. Les ouf tu sens moi j'en ai vu, le kick vient de ta presse français dur. Fais un beat son, batterie semble c'est le kick, ouais vas-y. Fais un beat son, bête de basse, bête de beat c'est le kick. Le sol brûlé et poussiéreux découvre par endroits les rouages rouillés et endentés d'une ancienne civilisation qui s'était construite et élevée sur la promesse d'un rêve éveillé de progrès perpétuel et de luxe, de bonheur éternel, de confort et de richesse matérielle, d'un trésor planétaire qui est partagé par le plus grand nombre, par le travail, le mérité qui grandit comme du pain béni dans les yeux ébahis pour le salut de l'humanité entière, sur Terre, avant de sombrer dans la folie des grandeurs, de provoquer son déclin et de tomber dans la disgrâce et dans l'oubli. Oui, pendant un temps sa promesse de science, de progrès et de bien-être général avait su aspirer dans son ascension fulgurante de pays entiers sillonnés de chemins et de mains de fer, de béton et de verre, et d'orgueilleux gratte-ciel. Elle avait attiré dans ses rouages et engrenages pernicieux des myriades d'hommes du monde entier, assoiffés de paix, de confort et de bonheur, et ainsi dociles, montés et contrôlés comme des pantins pour être satisfaits de leurs mouvements prévus et des fruits pourvus de leur travail. Oui, dès leur jeune âge, ils avaient appris d'abandonner leurs organismes, leur respiration et leur esprit au bénéfice du progrès de la science. Ils avaient appris leurs leçons de combat et de survie, de leur situation et privilèges magnifiques pour se sentir à l'aise et libres dans leur bulle de résidence industrialisée, hermétiquement étanche et intensément aérée de toutes sortes de pollutions. Le vagabonde, les mains dans les poches vides, la tête dans les épaules, le regard fixé au sol, trace son chemin avec constance en diagonale à l'encontre de son idéal perdu. À travers le désert et les vestiges éparpillés d'une civilisation révolue, un violon muni d'un chapeau de melon qui repose sur un coussin et qui ne joue plus de partition, une amphore remplie de pièces d'or, enfouie et fossilisée dans un rocher de granit, un tire-bouchon géant abandonné comme une marmite brute. Qui était avant son arrêt à la recherche des derniers gisements de pétrole, qui ne remplissent plus les intestins des branches industrielles obsolètes, avant d'atteindre l'espace intime et protégé de l'atelier de ses rêves, en dehors de la porte et du souffle ardent du dragon gardien du mystère de l'espace et du temps qui s'est approché, pour suivre ses traces mais qui a dû s'abaisser cette fois devant le symbole, la grâce et le pouvoir de son maître. Guidé et attiré comme une boussole, et d'une manière irrésistible par l'image projetée au loin dans l'air limpide d'un bleu azur de la connaissance et de la réalisation de soi, qui nourrit l'esprit et sa recherche de la forme et du contenu idéal, le chemin semble étroit, mais il est éclairé, parsemé par des pensées florissants, qui fécondent le terrain du corps, et qui exaltent et anoblissent le parfum de l'âme perdue qui agonise au sol. Sinking like stones, all that we fall for. Voyons voir, même pas 30 ans après mon décès, un peintre pranacubiste essaie vivement de me voler la vedette. Eh bien, bonne chance frérot et accroche-toi, ce n'est pas gagné d'avance. Oh là là, putain, il me nerve ce type. Places we've grown, all of us are done for.
Eh ben dis donc, tu as des couleurs sous le capot, tu as du taf sur la palette. Continue comme ça et tu vas y arriver. Dis-moi, ma chérie, tu as compris quelque chose à ce qu'il raconte le gars? Si j'ai bien compris, il espère qu'on lui finance une expo de reproduction, car il n'a pas le temps ou envie de peindre ses tableaux à l'ancienne, c'est-à-dire à la main, comme tout artiste peintre qui se respecte. Non, ma chérie, ce n'est pas ce que j'ai compris. Ce gars, comme tu l'appelles, a eu le courage de sortir des sentiers battus. Il s'est spécialisé dans un créneau créatif innovateur, celui de la peinture digitale. Pour faire ses tableaux, il n'utilise pas ses pinceaux en premier, mais son ordinateur et du coup, le résultat de son travail, l'image originale, devient lui-même une œuvre digitale, c'est-à-dire, il n'existe tout d'abord qu'en version numérique et sur le disque dur d'un ordinateur. Mais l'innovation ne s'arrête pas là. Chaque soi-disant reproduction, en forme d'une impression sur toile, de l'image originale, devient une représentation fidèle et authentique de celle-ci, et peut ainsi revendiquer et défendre le statut et la valeur d'un original. En plus, le peintre propose des reproductions peintes à la main sur toile, de ses originaux et du coup, celles-ci deviennent également des reproductions avec un statut d'original, car chacune, vu qu'elle est peinte à la main, devient une œuvre différente et unique. Est-ce que tu m'as suivi jusqu'ici? À première vue, ça a l'air compliqué tout ça, mais en vérité, c'est très simple. Ce peintre d'un nouveau genre a eu l'idée et quelque part l'audace de changer radicalement la méthode et les outils de sa manière de peindre. Le moins qu'on puisse dire c'est qu'il a ainsi réussi à renverser la table de la tradition culturelle dont il est issu et qui veut en quelque sorte qu'il reste attaché à elle, c'est-à-dire à l'usage de la palette en bois, des pinceaux et des couleurs en tube. Avec lui, j'ai vraiment l'impression que l'art de la peinture est devenu plus conceptuel qu'artisanal, mais qu'elle est entrée de plein pied dans la modernité, dans l'ère numérique en s'emparant des outils de la création et de la production digitale et informatique de notre époque. Ce qui m'intéresse surtout de savoir, c'est comment est-il arrivé là. Ce n'est quand même pas une démarche typique et commune d'un artiste peintre au XXIe siècle. Merci, madame, je suis vraiment honoré de votre point de vue et de votre soutien. Et d'ailleurs votre amie n'a pas tout à fait tort, si elle parle d'un manque de temps et quelque part aussi, d'un manque d'envie. Il s'agit aussi d'un manque d'envie de perdre du temps. Bien sûr, le choix de l'outil informatique n'est pas anodin de ce point de vue. Il me permet d'accélérer considérablement le processus de création. Dans le même temps que je passe pour peindre un tableau à la main, je peux composer une cinquantaine assistée par ordinateur, tout en préservant mon style et le message que je veux transmettre. Eh bien, ce n'est certainement pas moi et ce ne sont pas non plus mes clients qui vont s'en plaindre.
chaque artiste peintre du XXe siècle, fougueux et sincère dans son désir de rompre avec la vision dépassée du classicisme, qui a inauguré ou participé la création de son école. Cézanne, Gauguin, Picasso, Braque, Van Gogh, Dali, Klee, Matisse, Marc, Chagall, et tous les autres étaient sans même le savoir les pionniers et précurseurs du pranacubisme. Ils ont tous apporté, chacun à sa manière, leur petite ou grande contribution à la construction de son édifice. La force et la signification symbolique de la couleur étant d'une importance capitale, il aurait fallu la libérer aussi de la contrainte de revêtir toujours et encore une forme concrète, pour aboutir à l'expression d'une peinture à caractère véritablement universel. Ce que ses précurseurs n'ont pas osé ou su entrevoir, le pranacubisme l'a fait. Rendre l'expression de la peinture artistique moderne universelle, en libérant la couleur de la contrainte idéologique de revêtir une forme concrète. L'handicap conceptuel principal du cubisme traditionnel est bel et bien son incapacité à se libérer entièrement du dictat et du poids suggestif des formes et des objets, qu'il continue à emprunter de la réalité visible. Au lieu de les affranchir de leur signification établie, il se contente de confiner et revêtir les formes extérieures du réel, après les avoir déstructurées, de couches de couleurs monochromes qui rappellent et maintiennent leur signification originaire. Plutôt que de les altérer ou de les transcender. Il en suit malheureusement que le cubisme traditionnel, autant qu'il aime se faire apôtre du modernisme et du changement progressif, devient de facto un instrument culturel conservateur, une espèce de garant et défenseur esthétique du status quo d'une civilisation matérialiste et du pouvoir établi. Les écritures fondatrices du hindouisme, les Védas, enseignent que prana est énergie, vitalité et pouvoir, et que le seul changement durable est celui que l'homme est capable d'appliquer à soi-même. Prana est le fondement et l'essence de toute vie, l'énergie et la vitalité qui emplissent l'univers, et il circule dans tout ce qui existe. Prana est aussi le lien qui relie le monde matériel, la conscience et l'esprit. C'est ce qui rend la vie possible au niveau matériel. Prana régule toutes les fonctions physiques, par exemple la respiration, l'apport d'oxygène, la circulation sanguine, la digestion, l'élimination et bien plus. Les fonctions du corps humain sont tout à fait comparables à celles d'un transformateur, recevant de l'énergie du flot universel de prana, distribuant cette énergie, puis l'éliminant.
Lorsque nous développons la capacité de contrôler le prana, nous gagnons harmonie et santé, au niveau du corps comme de l'esprit. De plus, avec une pratique constante et régulière, nous expérimentons une expansion de la conscience. Le prana est inodore et incolore. Il ne peut donc pas être représenté par une image ou une illustration. Par contre, il peut être produit et multiplié dans un état méditatif, c'est-à-dire par l'interaction d'un objet aimé et contemplé et un sujet, qui le contemple avec bienveillance et avec amour. Si l'objectif esthétique, et non pas commercial du cubisme, était de faire fonctionner notre imagination, l'objectif d'une peinture pranacubiste est de servir de support de contemplation, pour rééquilibrer, voire recharger son aura. Son objectif est d'apporter sa contribution à la connaissance et à la réalisation de soi, desservir parmi d'autres moyens de support visuel à la relaxation, de respiration approfondie, de renouvellement et d'élévation d'esprit. Quels sont les moyens stylistiques et les méthodes de composition concrètes mis en œuvre pour atteindre cet objectif dans le cadre de la création et de la contemplation d'une œuvre pranacubiste? L'ambiance de lumière d'un tableau pranacubiste est celle du clair-obscur, représentant le cycle, l'alternance du jour et de la nuit. Les couleurs sont à la fois vives et nuancées, soutenues et retenues par des zones d'ombre et de repos, issues de toute la palette de l'arc-en-ciel, avec une couleur prédominante pour chaque tableau, qui fait appel à un état d'âme et un état d'esprit particulier. Le sens symbolique des couleurs est étroitement lié à la force vitale particulière qu'elles représentent et dont elles sont une expression esthétique et symbolique. L'ocre et le brun représentent la terre, le pragmatisme, la recherche du confort, du bien matériel, la sécurité. Le vert représente le monde végétal, mais également l'équilibre et la paix intérieure. Le mélange du feu et de l'eau, de la vitalité et de la connaissance. Le jaune et le bleu représentent la lumière, le feu. L'eau et l'air évoquent le monde de l'esprit, de la réflexion, du détachement et de la recherche de la science. Les œuvres du pranacubisme incitent le spectateur ainsi à la recherche et à la réalisation d'un équilibre entre tous les éléments figuratifs et non figuratifs, matériels et immatériels de lui-même et du tableau, et l'invite ainsi à devenir auteur de lui-même et co-auteur et co-créateur de l'œuvre auquel il participe, avec lequel il interagit.
Originaire d'Allemagne, son pays natal et prénatal, il est parvenu, pour ne pas dire il a surgi en France dans le sillon d'un courant magnétique et d'une sorte de vocation irrésistible, après un vol d'oiseau en avion depuis l'aéroport de Berlin qu'il a fait atterrir dans une chaleur estivale à Paris, épuisé, mais heureux et en plein découverte des poumons élargis et d'une inspiration saccadée qu'on pourrait appeler bohémienne, avec ses nouvelles toiles d'amateurs sous les bras et des tubes de couleur à moitié vides dans le sac à dos, juste à côté de pinceaux décoiffés par cette brise de renouveau inattendue, déambulant ainsi, avec le cœur ouvert et l'esprit en veille, à la frontière entre la nuit étoilée et la rosée matinale à Paris, dans les quartiers de Montmartre, où retombe doucement la chaleur des jours mouvementés. C'est là où ils ont flâné, conversé et contemplé leurs dernières trouvailles, les maîtres des couleurs du passé, qui n'ont presque rien perdu de leur éclat. C'est là où les chemins de leur destin se sont croisés, sous le ciel azur et voûté de leur rêve mis en commun, dans les ateliers du soir et les bistrots de midi, des balades au bord de la Seine ou dans les clairières enchantées des forêts lointaines de Fontainebleau. La tête dans les étoiles et les pieds dans la boue, ce précurseur du prana-cubisme a goûté à la douceur et à l'amertume de ce rêve d'une carrière à la hauteur et digne de ses illustres prédécesseurs. Il a tenu cette coupe entre ses mains et il a bu ce qu'elle contient jusqu'au bout, même si la boisson supposée magique de ce calice avait un arrière-goût amer, qui ne trompe personne sur ses véritables origines avant de dévoiler et octroyer ses promesses et ses pouvoirs cachés. Quelle étrange coïncidence, ce premier aperçu d'un style personnel découvert, qui entraîne ravissement des sens et exaltation jusqu'à l'ivresse, a eu lieu dans une réplique fidèle de la grotte de Socrate, aux premières lueurs d'un lever de soleil au lendemain d'une bataille perdue semblable à la déroute de Waterloo. Et quelle défaite infligée aux conquérants novices de la terre promise de l'art par des alliés imaginaires, qui sont faits de l'étoffe des traîtres professionnels, et qui parcourent les horizons drapés de l'apparence de la bienséance et de belles promesses pour mieux semer le trouble et le désordre sur terre. Oui, il s'en souvient encore comme si c'était hier, le jour où il a dû apprendre que la collection de peinture à l'huile à laquelle il avait consacré une année de travail assidu, lui a été subtilisée dans un tour de passe-passe et selon les règles de l'art de l'escroquerie cette fois, maniée d'une façon virtuose par ceux qui étaient pourtant censés respecter leur engagement, un contrat signé d'un commun accord, pour porter des peintures confiées à leurs soins au regard des galeristes, des collectionneurs et surtout, au regard du public. Oui, ces alliés fidèles de l'esprit avide et corrompu avaient su dissimuler leur funeste destin dans et derrière une société d'écran soi-disant dédiée aux intérêts supérieurs de leurs poulains artistes, et consacrés à plein temps à la promotion nationale et internationale de leurs travaux. Mais voilà que son concentré de peinture prometteur s'était subitement volatilisé comme une bulle chatoyante, éclaté sous la pression de l'air ambiante, après 3 années d'élevage et de plumage intense de peintres naïfs et rêveurs de son espèce, issus de cette tribu d'oiseaux migrateurs, maigres, mais de bon augure, qui avaient comme lui, pris l'habitude de prendre leurs rêves pour la réalité, et qui se sont réveillés en échange de leur bonne foi avec la déception de leur vie, avec des pinceaux, des ailes coupées et de l'herbe coupée sous leurs pieds, au plein milieu du désert et aucun tapis volant en vue pour les secourir. Mais non, ne vous inquiétez pas. Je n'ai point l'intention de m'attarder sur les souvenirs douloureux et ombragés de mes souffrances d'adolescent, ni sur les tempêtes intestinales de ma période prénatale. Sculpté à la main dans l'atelier universel du grand architecte, tamponné Made in Germany et habitué ainsi de longue date à prendre les pires intrus et revers du bon côté du destin, je vous en épargne généreusement tous les détails. Pareil au réveil douloureux après une anesthésie prolongée, le désenchantement violent produit par l'envol aussi subite qu'inattendu d'une collection originale de peinture à l'huile dans des contrées étranges, lointaines et inconnues, n'avait pas que des effets négatifs. Loin de là. La perte de mes originaux m'a amené à traiter avec respect et considération les reproductions, qui me restaient fort heureusement des tableaux volatilisés, des photographies, que j'avais laissé faire par un photographe professionnel et gardé, inconsciemment et peut-être même en prévision du sinistre à venir,
mais surtout conçues comme des supports, des fiches de prospection, de présentation promotionnelle. Certes, elles se sont transformées sous mes yeux pleurnichant en aveux d'échecs et de cartes de vœux nouvelles envoyées au ciel et à ce qui restait de mon instinct créatif intact quelque part dans les nuages, mais c'était mieux que rien. C'est par leur intermédiaire que j'ai commencé en 1995 à traiter et à décliner mes reproductions de toiles réelles et leurs effets visuels éphémères en multiples variations au moyen d'un outil de composition et de gestion multimédia très en vogue depuis et tout nouvellement découvert jadis, au moyen de l'informatique, des logiciels de retouche d'images et de composition graphique et digitale. C'est ainsi que la palette d'outils du peintre digital a émergé en complément de la palette traditionnelle déjà acquise. D'une découverte ludique, d'un passe-temps et d'une activité de loisir nostalgique, elle est devenue un médium privilégié de recherche et d'expression contemporaine et un formidable, voire indispensable outil d'exploration, de brassage, d'association créative et de composition graphique et littéraire. Les traitements sophistiqués et numériques de l'image me permettent aujourd'hui, et à mon modeste niveau, de faire, de façon assistée par ordinateur, ce que les anciens, les initiés et alchimistes, les pionniers et précurseurs estimés, les illustres maîtres de la peinture classique et académique, avaient l'aptitude et surtout le talent et la patience mémorables de faire à la main et au pinceau, les travaux préliminaires aux grands ouvrages des chercheurs d'art et d'artisans orfèvres, dévoués à embellir les surfaces privilégiées des manoirs, des châteaux et des palais, avec les récits illustrés et riches en détails de leurs fresques resplendissant, toujours soucieux et capables de donner à l'exercice de leur art ses lettres de noblesse. Aujourd'hui devant vous, je ne vais pas bouder mais renier un plaisir personnel et une certaine fierté à vous présenter ma toute nouvelle collection de peinture digitale, ce bouquet de fleurs récoltées une par une dans un travail de longue haleine, qui a su traverser les époques des vaches maigres, mais aussi des continents et des époques révolues de l'histoire de l'art, même si ce plaisir est mélangé à une certaine appréhension dans l'attente de votre verdict. J'ai bien compris comment votre intérêt pour la peinture digitale s'est développé. Mais je ne sais toujours pas comment votre intérêt pour la peinture tout court est né. Quel était le déclencheur de votre passion pour la peinture artistique ? À 17 ans, je me suis intéressé à l'hindouisme et au bouddhisme. J'ai étudié et pratiqué le hatha yoga et commencé à faire la peinture. À 20 ans, j'ai fait un rêve, dans lequel j'ai vu un tableau grand format, au moins 4 mètres sur 3 mètres, avec des formes abstraites, mais très organiques et colorées, qui s'est soudainement mis en mouvement, à partir d'un centre tournoyant, pour verser ensuite un flot de lumière blanchâtre dans toutes les parties du tableau, jusqu'au point de le déborder et de se transmettre sur moi. Je me suis réveillé chargé d'une énergie nouvelle, joyeuse, lumineuse et j'ai décidé d'arrêter mes études d'histoire de l'art et de la littérature pour me consacrer à la pratique de l'art et surtout de la peinture.